Bien, on va devoir commencer. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Allô, allô. Est-ce que tout le monde me reçoit? Ok, ok, super. Bien, alors, rebonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez très bien, il y a sur Google Meet donc une barre de messages instantanés que je vois actuellement. Donc tout au long de ce webinaire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons communiquer via cette barre de messages, d'accord? Ça serait difficile pour moi de pouvoir donner la parole à tout le monde, mais je peux lire les messages. J'ai la barre en instantané devant moi parce que je suis connecté en mode compagnon sur mon deuxième compte. Et donc, je peux lire les messages. Donc, à chaque fois qu'il y a une interaction, n'hésitez pas à écrire si vous avez une question, si vous avez une interaction à faire, n'hésitez pas à écrire dans la barre, je vais la lire tout de suite et je vais répondre. D'accord? Alors, le webinaire sur la gestion du stress a été tellement demandé. Apparemment, c'est un problème. C'est un problème parce que jusque-là, on n'a pas vraiment eu de webinaire dessus. Et apparemment, c'est un problème qui dérange la plupart des étudiants, qui dérange les managers, qui dérange les salariés, les entrepreneurs, enfin, qui dérange tout le monde. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici pour pouvoir en parler. C'est une très bonne chose. Et ça me fait aussi plaisir de voir que vous êtes là. Actuellement, on est à 27 sur le webinaire, 28, et on continue à grimper, c'est très bien. Il y a certaines personnes, j'imagine, qui sont en retard. Mais de toute façon, je pense ils vont pas tarder à arriver parce que j'ai du coup lancé le message dans les listes de diffusion. Alors, la première chose, c'est que pour ceux qui suivent le webinaire sur leur téléphone, si vous avez la possibilité de pouvoir le suivre sur un ordinateur, s'il vous plaît, allez sur un ordinateur. Et si vous n'avez pas la possibilité de le suivre sur un ordinateur, alors essayez de faire en sorte de bloquer tout ce qui est réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Facebook, et essayez, s'il vous plaît, de bloquer votre micro pour que les parasites ne puissent pas perturber la réunion ou ne puissent pas perturber le webinaire. Mais j'insiste, si vous avez la possibilité d'aller sur ordinateur, allez sur ordinateur. C'est en général la bande passante, elle est beaucoup plus fluide et vous verrez mieux les diapos. Et naturellement, vous pouvez mettre votre téléphone de côté ou utiliser votre téléphone pour pouvoir prendre des notes. Alors, puisque je parle de prendre des notes, j'en profite pour dire également que ça ne sert à rien de pouvoir suivre le webinaire du début jusqu'à la fin sans prendre des notes. Donc, je demande à ce que, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de cahier de notes ou qui n'ont pas de notes, tout simplement, puissent trouver, je sais pas moi, un cahier de notes, un bloc-notes, ou puissent déjà ouvrir sur leur téléphone l'application Notes parce qu'il s'agira de noter, d'accord? Il faudra noter et c'est en notant que vous n'oublierez pas parce que noter fait en sorte que vous puissiez activer un système de votre cerveau qui se rappelle de ce que vous écrivez. Et c'est donc comme ça très important. Alors, je vous laisse juste une petite minute pour pouvoir faire ça. Ceux qui ne sont pas sur ordinateur, je vous en prie, j'insiste, allez-y sur ordinateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Comme ça, on n'a plus à y revenir. Donc alors, je le disais tout à l'heure, webinaire sur la gestion du stress, très demandé, très demandé. Maintenant, on y est. Alors, en général, je ne me présente pas. On m'a dit que c'était une très mauvaise habitude et j'en conviens. Donc, pour ce soir, je vais me présenter. Donc, je suis Dedi Karambungu pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me voient pour la première fois. Je suis donc étudiant en doctorat de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis autodidacte en psychologie humaine depuis près de 2 ans et demi déjà. Je suis également conférencier et coach formateur. Je suis entrepreneur et je suis fondateur de MindUp. Alors, l'une des questions qui revient le plus alors, c'est quoi MindUp? C'est quoi exactement MindUp? Là encore, j'ai résolu de répondre
Aujourd'hui, MindUp est une entreprise, d'accord? C'est un organisme de formation avec pour nom commercial MindUp Academy, avec le RCCM, donc enregistré au niveau du registre du commerce, sous le RCCM SNDKR 2025 A42 71. Donc, les services que nous proposons, nous faisons de la formation professionnelle, d'accord, sur le développement personnel, l'art oratoire, les outils numériques et bien d'autres. Donc, nous faisons également des prestations de services comme des événements où nous formons, d'accord, en art oratoire, en développement personnel et bien d'autres. À préciser que MindUp est en début d'activité. Et la raison pour laquelle j'ai créé MindUp, c'est pour pouvoir donc permettre aux étudiants, aux professionnels et à toutes les personnes qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir faire ce genre de formation, de justement pouvoir les faire, sans parfois payer. Et, et quand les entreprises donc nous appellent pour pouvoir faire des formations beaucoup plus spécialisées, là naturellement c'est payant. Et quand ce sont des coachings également individuels, c'est payant, d'accord? Et c'est comme ça que MindUp fonctionne. Mais en temps normal, MindUp propose souvent, de façon bi-hebdomadaire, souvent, des webinaires. On a fait un webinaire sur la dépendance affective, on a fait un webinaire sur la gestion du temps, et maintenant on est sur la gestion du stress. Alors, on l'a dit, hein, gestion du stress, gestion du stress, gestion du stress. Maintenant, on va y entrer. Alors, c'est quoi les objectifs de notre webinaire? Ici, nos objectifs sont simples. Dompter le stress, booster la productivité et prévenir le burn-out. Il me serait difficile de faire une masterclass entière sur la gestion du stress sans parler de burn-out. C'est pas possible. C'est pourquoi je l'ai mis dans les objectifs et d'emblée, tout le monde le voit. Dompter le stress, booster la productivité et prévenir le burn-out. Avec Dompter le stress, il s'agit donc de reprendre le contrôle, d'accord, en faisant en sorte que le stress ne puisse plus être un élément qui nous inhibe dans nos activités euh, et aussi transformer le stress négatif en énergie positive pour pouvoir donc avancer et donc aussi être productif parce que être stressé nous empêche gravement et grandement d'être productif. Alors, l'idée, c'est naturellement aussi prévenir donc le burn-out. C'est très important. C'est très important. On va y revenir tout à l'heure. Alors, dans l'ensemble de la présentation, avant que je ne puisse aller plus loin, comment ça se passe? Je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une sorte de conférence ou une sorte de présentation pendant environ 30 minutes et on aura environ 30 minutes pour les questions-réponses. Mais si pendant que je suis en train de présenter, vous avez une question, vous avez une inquiétude, vous n'êtes pas d'accord, peu importe, d'accord, vous l'écrivez dans la barre d'écriture. Et juste pour voir si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez faire signe de la barre d'écriture, écrivez quelque chose, que je puisse voir que vous êtes là. Comme ça me fait plaisir, je vois que vous êtes là. Et on continue. On est là, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Les autres, vous êtes tout, vous êtes tout. Je suis là, ok, ok, ok. C'est bien, c'est bien. Et vous n'êtes qu'à deux? Où sont les autres? Les autres, écrivez, écrivez, j'aimerais. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vous ai vu, c'est bon, c'est bon. Alors, commençons déjà par le début. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on puisse étudier la gestion du stress? Lorsque j'ai publié le thème et que je l'ai lancé donc sur les réseaux, beaucoup de gens sont venus me dire, oui, mais Dédi, c'est quoi encore cette histoire de gestion de stress? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux? Alors oui, on vit dans un monde en perpétuelle accélération. Aujourd'hui, les choses vont très très vite, que ce soit professionnellement, que ce soit académiquement, que ce soit dans la vie sociale, les choses vont extrêmement vite. Et cette vitesse à laquelle vont les choses font que le stress est facteur courant dans tout ce que nous faisons. On a une surcharge informationnelle. Il suffit de se poser devant France 24 ou devant la télé pour se rendre compte que H24, nous sommes bombardés par des informations stressantes à longueur de journée.
Avec les réseaux sociaux, on a une stimulation constante qui fait que nous recevons 1 milliard d'informations à la fois et ça aussi, ça induit des facteurs de stress. Aussi, il faut ajouter à tout ça des défis professionnels et académiques. Pour nous qui sommes étudiants en médecine, on sait très bien ce que c'est. On sait très bien ce que c'est que plusieurs défis en même temps, parfois plusieurs cours à lire, parfois des délais très courts pour pouvoir finir ces révisions et c'est extrêmement compliqué. Le stress est dans notre vie quotidienne H24 et c'est difficile de vivre aujourd'hui sans stresser. C'est extrêmement difficile. Les crises sociales également nous plongent dans le stress. Récemment, on a connu Covid et lors de cette période, d'après les chiffres donc, de l'OMS, les taux de stress ont augmenté considérablement dans toute l'étendue du globe terrestre. Alors ici, il faut bien qu'on se le dise. Le stress non géré a des conséquences néfastes sur la performance au travail, la créativité, la qualité des relations et la santé physique et mentale. On va le voir tout à l'heure, on va y revenir, mais c'est déjà important de le dire d'entrée de jeu, comme ça les gens savent que étudier sur le stress, comprendre les mécanismes du stress et apprendre à le gérer est très, très, très important si on veut avoir une vie ne serait-ce qu'un peu stable. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà le plan. Je l'ai divisé en 5 modules. Le premier, ça sera voir avec vous ce que c'est que le stress. Exactement. On ne peut pas étudier quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi on va voir ensemble ce que c'est que le stress. Sur le module 2, on va donc voir les manifestations du stress. Comment le stress se manifeste? Parce qu'après, on le confond parfois avec des crises d'angoisse, on le confond avec beaucoup de choses. Comment est-ce que se manifeste le stress? Exactement. Dans le module 3, on va voir la gestion des stress aigus. On va voir ce que c'est, les stress aigus. On va voir également la gestion des stress chroniques. On va voir également ce que c'est tout à l'heure. Et ensuite, on va voir les cas particuliers. Oui, parce que ça me tient à cœur de pouvoir prendre cas par cas, et puis voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ces cas particuliers. D'accord? Alors, commençons déjà avec le premier module. C'est quoi le stress? Très important. La barre des commentaires, oui, vous savez que vous êtes là. Maintenant, est-ce que vous pouvez juste me dire pour vous, c'est quoi le stress? En quelques mots. C'est quoi le stress pour vous? Allez-y, allez-y. Dites quelque chose. Le stress, qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser? Un sentiment de frustration. Papa Goratiam, un sentiment de frustration, il dit. Autre chose, quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer? La boule au ventre. La boule au ventre, oui, 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 je suis d'accord, la boule au ventre. Quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer? Un état de trouble, oui, un état de trouble. Ok? Autre chose? Les mains moites, oui, oui, les stress, c'est les mains moites, oui, je suis d'accord. Une tachycardie, ah oui, ça c'est un étudiant en médecine, j'en suis sûr. Tachycardie, la peur de ne pas réussir, oui, oui. Le manque de sommeil, oui, 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 c'est très bien, c'est très bien. Un état d'inquiétude, panique, oula, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai vu. On va devoir continuer. Je vois que ça continue. On va devoir continuer. Alors, c'est quoi le stress? Je vous ai pris une définition de l'OMS. D'accord? L'OMS dit, d'après les dernières conventions, que le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever des défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Alors ici, vous constaterez du premier regard que j'ai mis des mots en gras. Inquiétude en gras, tension mentale en gras, situation difficile en gras. Parce que c'est ça le stress. Le stress, c'est d'abord un état d'inquiétude et de tension mentale, enfin, ou de tension mentale causé par une situation difficile. Maintenant, de manière physiologique, c'est une réponse humaine naturelle. On va le voir tout à l'heure avec des processus physiologiques qui causent le stress et on va voir que le stress est tout à fait naturel. D'accord? Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser.
Le stress, c'est une réaction normale. D'accord? Elle est physiologique. Je, 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 je suis à 2 jours de mes examens. Je n'ai pas révisé, je ne sais pas, 30 cours à lire. C'est normal que je puisse stresser. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais il y a deux types de stress. Avant qu'on puisse ouvrir cette fenêtre-là, il y a deux types de stress. Il y a ce qu'on appelle stress aigu et il y a ce qu'on appelle stress chronique. Pas de panique pour ceux qui ne font pas médecine. On n'est pas en train de faire de la médecine. Ici, on est en train d'ensemble essayer de comprendre comment fonctionne le stress. D'accord? J'ai dit ceci. Il y a deux types de stress. Stress aigu, stress chronique. Alors, comment ça fonctionne? Le stress aigu, c'est quoi? Le stress aigu, c'est une réaction ponctuelle qui a un déclencheur, une durée très brève, une intensité très forte et qui a des effets sur le corps. On a parlé des mains moites, on a parlé de la boule au ventre tout à l'heure, on a parlé de tout ce que les gens ont cité tout à l'heure. Donc, le stress aigu est déclenché par un événement spécifique et identifiable. Par exemple, une présentation orale, une prise de parole en public, un entretien d'embauche ou une situation d'urgence. Ça a un déclencheur. Et du coup, on stresse. Aussi, en général, les stress aigus, justement, on les appelle stress aigus parce qu'ils ne durent pas. Le stress aigu, lui, il est très bref. D'accord? Il peut être là pour quelques heures, mais après, il disparaît. Contrairement au stress chronique qui reste. Alors, l'intensité du stress aigu, il est très élevé. Mais il tend à diminuer progressivement avec le temps. Alors, le stress aigu a des effets sur le corps, tout comme le stress chronique d'ailleurs, mais qui ne sont pas vraiment les mêmes effets. Quand on est en situation de stress aigu, on a une augmentation du rythme cardiaque, donc tachycardie, on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ne font pas médecine, donc tachycardie, c'est un rythme cardiaque très élevé, donc le cœur qui bat fort, ou entre guillemets palpitation pour les profanes de médecine. On a une augmentation de la pression artérielle, de la vigilance, une libération du cortisol, on va revenir sur le cortisol tout à l'heure dans cette présentation, et de l'adrénaline. Pour un exemple, vous êtes très pressé d'aller au travail, vous avez une réunion très urgente, paf, vous êtes coincé dans les embouteillages. Ou alors vous avez une deadline imminente, ou alors une dispute occasionnelle peut-être avec votre conjoint. Ça, vous êtes en situation de stress aigu. D'accord? C'est important de pouvoir les différencier. Maintenant, c'est quoi le stress chronique? Le stress chronique a pour vocation donc de durer sur le long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'a absolument pas les mêmes facteurs déclenchants que le stress aigu et donc n'est pas pareil. Lui, il est souvent déclenché par des problèmes persistants et multiples. Par exemple, des difficultés financières. Alors les étudiants connaissent ça, mais en tout cas, quand les difficultés financières sont très exacerbées, on peut se retrouver dans une situation de stress chronique, des problèmes relationnels, surcharge au travail ou un environnement toxique peut faire en sorte qu'on puisse être tout le temps en situation de stress. D'accord? Et ce stress-là dure, comme je l'ai dit, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même des années. Et son intensité peut rester constante, pas trop élevée. Parfois, elle descend, parfois, elle monte. Donc, elle est variable. Et ses effets sur le corps sont donc naturellement différents du stress aigu, qui lui est un stress passager. Donc là, le corps se retrouve en exposition prolongée au cortisol. Le cortisol, donc, j'en profite pour anticiper pour dire que c'est l'hormone du stress. On va le voir tout à l'heure. Alors, le cortisol va entraîner donc des perturbations hormonales, une suppression du système immunitaire, des problèmes cardiovasculaires, des troubles digestifs et tout ce qui s'en passe. Ici, les situations qui peuvent causer ça, c'est comme je l'ai dit, des difficultés financières chroniques, un travail stressant et surtout des travails qui n'ont pas de perspective d'amélioration. Des relations toxiques aussi peuvent vous mettre dans des situations de stress chronique. En tout cas, peu importe la cause, ce soir, nous, on est là pour pouvoir déceler comment on fait pour pouvoir maîtriser son stress. Alors, on l'a dit, stress, c'est une réaction normale. Maintenant, bon ou mauvais? Est-ce que le stress est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Alors, certaines personnes diront qu'il est bon. Certaines personnes diront qu'il est mauvais.
Tout simplement parce que les réactions au stress dépendent des personnalités, dépendent des expériences, dépendent du contexte, dépendent de beaucoup de choses. Alors, la situation que je peux interpréter comme étant stressante n'est pas forcément stressante pour mon ami en face. Et la situation que lui, il interprète comme étant stressante n'est pas forcément stressante pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bon stress et il y a un mauvais stress. Alors, c'est quoi le bon stress? Le bon stress est aussi appelé eustress. On l'appelle le stress positif. Donc lui, c'est un stress qui est perçu par un individu de telle sorte à le stimuler, à être une source de motivation pour lui, une source d'énergie, et stimule sa créativité, son innovation, favorise le dépassement de soi, l'atteinte de ses objectifs, et surtout améliore ses performances et sa concentration. Je pense que les étudiants en médecine se retrouvent très bien dans ce que je dis quand on a 30 cours à lire, on livre un examen là. Ce qui se passe, c'est qu'on se concentre beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus productif, on ne comprend pas d'où vient l'énergie, mais ça marche, alors qu'on n'a pas pu lire depuis le début de l'année, mais maintenant là, à la veille des examens, voilà, tout d'un coup, on est très inspiré, ça se passe bien, et c'est ça qu'on appelle le stress. D'accord? Je dis E-stress, E-U-S-T-R-E-S-S, pour ceux qui regardent, vous avez vu comment on écrit. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon stress. Mais il y a aussi le mauvais stress. Ici, je tiens à préciser que le stress n'est pas bon en soi. Ici, il s'agit de l'interprétation que fait l'individu du stress ou de la situation qui lui tombe dessus. Donc le problème en soi, ce n'est pas la réaction, parce que le stress n'est qu'une réaction physiologique au final. Mais ici, on est avec l'interprétation que la personne se fait elle-même de la situation qui lui tombe dessus. Ici, le mauvais stress, qu'on appelle encore distress, va être quoi? Ça va être excessif. Va plonger le sujet dans une anxiété, dans une peur, dans une angoisse perpétuelle. Ça va diminuer ses performances, diminuer sa concentration. Ça aura un impact négatif sur sa santé mentale et physique et peut même l'emmener à l'épuisement physique et psychologique qu'on appelle le burn-out. On va voir à la fin de cette présentation. Ici, il s'agit de deux manières de pouvoir interpréter les situations stressantes qui nous tombent dessus. Face à une situation stressante, j'aimerais déjà qu'on comprenne à partir de là que ça peut être bon ou ça peut être mauvais en fonction de l'interprétation que nous faisons de la situation. Je tiens à préciser que les réactions physiologiques n'ont jamais eu pour objectif de nuire. Les réactions physiologiques ont toujours pour objectif d'apporter un surplus d'hormones pour permettre à l'individu de pouvoir traverser la situation dans laquelle il se trouve. Et quand on se trouve face à une situation d'adaptation qui nécessite qu'on puisse s'adapter, le corps nous donne les hormones nécessaires pour pouvoir sortir de là. Là, on est à l'évidence, le cortisol pour nous booster, pour augmenter notre attention, pour contracter nos muscles et pour être beaucoup plus vivants. Et donc, cette réaction ne doit pas être interprétée comme étant une réaction agressive, mais on doit comprendre intrinsèquement qu'il s'agit là d'une réaction physiologique tout simplement. C'est à nous de pouvoir faire la différence et de pouvoir donc l'utiliser convenablement. Maintenant, parlons un peu du cortisol. On a parlé du cortisol depuis tout à l'heure. C'est quoi exactement le cortisol? Alors, le cortisol, donc, va être une hormone qui va être sécrétée par les surrénales. Les surrénales, pour ceux qui ne font pas médecine, c'est donc la partie supérieure, entre guillemets, des reins. Je le dis comme ça, c'est pas très exact, mais c'est pour que tout le monde comprenne. On va dire que c'est la partie supérieure des reins. Alors là-bas se trouvent les surrénales, qui sécrètent donc plusieurs hormones, parmi lesquelles le cortisol. Alors, son rôle principal, c'est de mobiliser les ressources d'énergie pour fournir du carburant aux muscles et au cerveau. Il participe aussi à réduire l'inflammation, régule le système immunitaire et influence le cycle veille-sommeil. Très important. Le cortisol, qu'on appelle encore hormone du stress, voilà ce qu'il fait. Par contre, ce cortisol, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vient pas pour vous nuire. Il vient plutôt pour pouvoir vous donner l'énergie nécessaire, comme on l'a dit, pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, naturellement, il aura un effet bénéfique à court terme, dans ce qu'on appelle les stress aigus, qu'on a vu tout à l'heure. Il augmente l'énergie de l'individu, d'accord? Augmente la vigilance, améliore la capacité à gérer le stress,
renforce temporairement le système immunitaire. Et on est tous passés par là. On est tous passés par une situation de stress qu'on a bien gérée sans le savoir. Et c'est comme ça qu'on est censé gérer les situations de stress. Par contre, il arrive malheureusement qu'on ne puisse pas bien gérer les situations de stress. Et donc, dans ces cas-là, le cortisol, au lieu d'être notre ami, devient notre ennemi. Dans les stress chroniques, en général, ce qui se passe, c'est que le cortisol étant sécrété tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va donc avoir une suppression à long terme du système du réseau immunitaire, rendant l'organisme vulnérable aux infections. Pour ceux qui ne font pas médecine, le système immunitaire, c'est le système qui combat les infections dans votre corps. Et le cortisol, s'il est libéré trop, à long terme, il finit par diminuer l'efficacité immunitaire, ce qui favorise les infections. Aussi, le cortisol sécrété tout le temps peut perturber le métabolisme et faire en sorte que vous puissiez avoir soit une prise de poids, soit une perte de poids, augmente aussi la résistance à l'insuline, ce qui vous prédispose au diabète du type 2, augmente également les risques cardiovasculaires, augmente la pression artérielle et tout ce qui est maladie cardiaque. Le même cortisol fait aussi les troubles de mémoire. On l'a dit tout à l'heure qu'il participe dans le cycle veille-sommeil. Donc, il peut entraîner des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des difficultés à prendre des décisions à court et à long terme. Parce que si le cortisol est sécrété et que vous le gérez mal, que vous, intérieurement, dans votre système de pensée, l'interprétez mal, au fur et à mesure, il est en train de vous nuire. Il est en train de vous empêcher de vous concentrer. Et psychologiquement, donc, ça va entraîner l'anxiété, ça va entraîner la dépression, ça va entraîner l'irritabilité, les troubles du sommeil, une diminution de la libido, parfois des problèmes de peau, rarement, mais surtout, on voit souvent des pertes de masse musculaire. Vous allez maigrir, vous allez être maussade, vous allez être irritable, et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout simplement en situation de stress chronique ou en situation de stress aigu, très mal géré. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, et maintenant qu'on sait que le problème en soi n'est pas le stress, le problème n'est pas la réaction physiologique, le problème c'est l'interprétation que je me fais du stress. Le problème c'est l'interprétation que je me fais de la situation qui est en face de moi. Maintenant, maintenant qu'on le sait, il va falloir la différencier de la crise d'angoisse. Ici, trop de mélange entre les deux. En général, stress, crise d'angoisse, on ne sait pas vraiment comment ça se présente. Alors, voilà la différence entre le stress et les crises d'angoisse. Déjà, au niveau des déclencheurs, les situations de stress ont souvent un déclencheur qui est identifiable facilement. C'est-à-dire, on sait le facteur qui nous stresse. On connaît ce qui nous stresse. Mais alors qu'avec des crises d'angoisse, elle arrive soudainement, sans facteur déclencheur apparent. Les gens qui font des crises d'angoisse tombent ou se retrouvent dans une situation de pression interne constante, sans trop parfois comprendre ce qu'ils ont. Alors que le stress a un facteur déclencheur très identifiable. L'intensité et la durée. Les stress, en général, sont d'intensité variable et durent les heures, des semaines ou des mois en fonction de si c'est un stress aigu ou un stress chronique. Alors que les crises d'angoisse sont en général toujours très intenses, soudaines, avec un sentiment de perte de contrôle et durent 5 à 30 minutes maximum, en tout cas entre 5 et 30 minutes. Parce que justement, c'est pourquoi on parle de crise d'angoisse. Parce que ça passe, ça ne reste pas perpétuellement. Aussi, au niveau de la conscience, de la source, avec les stress, avec le stress, on a conscience de la source de son stress. Mais avec les crises d'angoisse, on ne peut pas identifier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, avec la prise en charge, quand il s'agit donc de stress, ici, il y a des techniques de relaxation, apprendre à bien gérer son temps pour éviter les stress, l'amélioration du mode de vie et le soutien social. Mais avec les crises d'angoisse, en général, les techniques de relaxation peuvent marcher et des respirations peuvent marcher, mais le suivi psychologique
Et la thérapie cognitivo-comportementale est nécessaire. Souvent, quand les crises d'angoisse vont même un peu plus loin, on opte pour un traitement médicamenteux. Mais en soi, il y a une différence entre le stress et les crises d'angoisse. Maintenant, on sait ce que c'est que le stress. C'est une réaction physiologique. On sait qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress aigu et le stress chronique, qui sont différenciés principalement par leur durée, mais qui ont des effets sur le corps qui sont complètement différents. On sait maintenant qu'il y a un bon stress et un mauvais stress en fonction de l'interprétation qu'on s'en fait, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On sait maintenant la différence entre une crise d'angoisse et un stress. On sait ce que le cortisol fait à court et à long terme. On sait. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? On a dit qu'avec le stress, les déclencheurs sont identifiables. Pour que nous puissions, au terme de ce webinaire, vaincre nos stress, il faut déjà que nous puissions donc retrouver ces déclencheurs chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas un remède de gestion de stress pour tout le monde. Chacun est particulier. Chacun a ses propres déclencheurs. Chacun ne ressemble qu'à lui-même. C'est pourquoi il va falloir découvrir ces agents stressants. Alors, ces agents stressants peuvent être d'ordre professionnel ou académique, d'ordre personnel ou tout simplement d'ordre général. Mais pour pouvoir les identifier, il est nécessaire de pouvoir se poser les bonnes questions. C'est pourquoi j'invite chaque membre de ce webinaire, on est à 44 en ce moment, de pouvoir se poser ces questions-là. Quelles sont les tâches? On va commencer donc par le plan professionnel et le plan des études. Quelles sont les tâches ou les situations qui me mettent le plus souvent au travail ou dans mes études en situation de stress? Et ici, je ne vous dis pas de répondre dans la barre des commentaires, mais j'aimerais que chacun fasse cet exercice parce que c'est très important. Pour ceux qui ne feront pas l'exercice, ce n'est pas la peine de dire on a assisté au webinaire, rien n'a changé. Quand on vous dit de faire un exercice, faites-le parce que c'est important. C'est important. Prenez des captures d'écran, prenez des photos, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais enregistrez ces questions et faites-le. La deuxième question à se poser, c'est les réactions avec mes collègues sont-elles source de tension? Oui ou non? Ai-je l'impression d'avoir suffisamment du contrôle sur mon travail ou mes études? Oui ou non? Vos études ne sont pas un fléau pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup d'étudiants parmi nous. Les études ne sont pas un fléau. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur vos études, il y a un problème. Et tellement d'étudiants sont dans ce genre de cas. Vous avez un problème de gestion de temps ou vous avez un problème de prise de conscience. Vos études ne peuvent pas être un fléau. On vit dans un monde où vos études ne peuvent pas être un fléau pour vous. La plupart des choses que vous apprenez, en tout cas pour la plupart des gens qui m'écoutent, sont facilement identifiables, retrouvables sur Internet. Ça veut dire que vous pouvez préparer ces cours à l'avance. Vous pouvez hacker votre cerveau de telle sorte, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous ne pouvez pas être en situation de fléau par rapport à vos études. Et on va le voir tout à l'heure. Ai-je peur de ne pas être à la hauteur des attentes? Ça aussi, pour les étudiants, c'est important. Mais aussi pour les managers en situation professionnelle qui ont des comptes rendus à rendre, des rapports à rendre. Est-ce que j'ai peur d'être à la hauteur des attentes? Voilà sur le plan professionnel et sur le plan académique. Maintenant, sur le plan personnel, c'est très important. Quelles sont les responsabilités ou les obligations qui me pèsent le plus? Il faut pouvoir identifier ça pour pouvoir identifier quelles sont mes sources de stress. Je ne peux pas résoudre mon stress si je ne sais pas où est-ce que sont mes obligations et qu'est-ce que je suis censé faire. Mes amis, souvenez-vous-en, il faut pouvoir identifier vos agents stressants pour pouvoir les corriger, pour pouvoir travailler sur eux, les prioriser pour éviter à tout prix le stress. Pour l'instant, la plupart des gens qui m'écoutent, on est assez jeunes, on ne mesure pas l'importance ou la destruction que le cortisol fait à longueur de temps, à force que nous stressons, et c'est souvent quand on vieillit qu'on se rend compte que tous ces stress n'étaient absolument pas bons pour notre santé. Investissez sur le futur
et éviter de stresser. Identifiez les facteurs déclenchants. Donc, je vous en prie, répondez à ces questions. La deuxième question est suffisamment de temps pour me détendre et me ressourcer. Tellement de gens sont dans une situation où ils sont H24 en train d'étudier en mode focus sans jamais avoir le temps de pouvoir sortir, de pouvoir se détendre, de pouvoir prendre du temps pour eux. On a vu lors de la gestion de temps un concept qu'on appelait memento mori en latin. En français, ça veut dire souvenez-vous que vous êtes littéralement chaque seconde en train de mourir. Vous vous rapprochez toujours de plus en plus de votre tombe. C'est vrai qu'il faut travailler, mais il faut aussi se souvenir qu'un jour nous partirons et donc il faut profiter. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Alors, les problèmes financiers sont-ils une source d'inquiétude? J'imagine que vous allez répondre oui. Je vois des pouces qui sont en train de se lever. Alors, il faut dire à quel niveau? Les problèmes financiers sont-ils une source d'inquiétude? Oui, on est d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment une source de stress? Je ne pense pas. En général, je ne pense pas. Je pense que vous avez au moins de quoi manger, au moins de quoi vous vêtir, au moins d'où loger. Et si vous n'en avez pas, mettez oui. Mes relations personnelles sont-elles harmonieuses ou conflictuelles? Comprenez-moi. Si vous êtes dans une situation où tout le monde vous reproche des choses, c'est que certainement ces reproches sont fondés. Vous ne pouvez pas être reproché par tout le monde de la même chose et vous avoir raison. Après, c'est vrai qu'il y a l'exception qui confirme la règle, mais posez-vous cette question et répondez sincèrement à la question. Et aussi, ai-je des problèmes de santé qui me préoccupent? Oui, c'est très important. Il y a des gens qui sont stressés parce qu'ils ont des problèmes de santé. Oui. Alors, j'ose espérer que vous avez pris des photos ou quelque chose comme ça. Il faut aussi se poser des questions donc, sur le plan général. Quels sont les événements ou les situations imprévisibles qui me déstabilisent? Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qui vous déstabilise au quotidien? Ai-je l'impression que ma vie est hors de contrôle? Ah oui, il y a des gens comme ça qui ont l'impression qu'ils ne sont pas en train de vivre, mais en train de survivre. Un peu. C'est-à-dire que chaque jour est un combat, on essaie de faire comme on peut, mais c'est compliqué. Répondez à cette question. Et après, tout à l'heure, nous allons voir des axes de solution. Alors, les informations, actualités, réseaux sociaux, sont-elles une source de stress? Il y a des gens chez qui ce n'est pas une source de stress. Il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ne regardent même pas les informations. Ce qui est une très mauvaise habitude. Mais il y a des gens chez qui ce n'est pas une source de stress. Donc, répondez à cette question. Quelles sont les plus grandes peurs ou préoccupations concernant l'avenir? Il y a aussi des gens qui stressent par rapport à l'avenir parce qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ceci, par rapport à cela? Quand ceci va arriver, qu'est-ce que je vais dire? Il faut pouvoir se poser ce genre de questions-là. Alors, si tout le monde a noté et que tout le monde s'engage à pouvoir répondre à ces questions, nous pouvons passer à la suite. La suite, on parlera donc des manifestations du stress. Oui. Comment le stress se manifeste? Je pense qu'on a vu déjà tout un axe tout à l'heure, mais là, on va entrer un peu plus en détail. Alors, le stress se manifeste principalement sous 4 formes, 4 catégories, d'après la classification de l'OMS. Elle se manifeste sous des formes physiologiques, cognitives, émotionnelles ou comportementales. Physiologique, on l'a dit tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir ce que c'est que le stress. Vous avez répondu le rythme cardiaque qui s'accélère, les mains moites et tout ce qui va avec. Alors, le rythme cardiaque, oui, c'est un signe de stress physiologique, la respiration qui accélère, la tension musculaire qui est là et les troubles digestifs. Sur le plan cognitif, on va avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des difficultés de prise des décisions, des sensations de perte de contrôle. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces signes ne sont pas présents de la même manière chez tout le monde. Non, chacun est particulier. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on m'a écrit tout ça que forcément, quand vous allez stresser, vous allez ressentir tout ça. C'est faux. Vous pouvez avoir des troubles de mémoire ou des troubles de concentration, mais ne pas avoir des sensations de perte de contrôle. D'accord? Et c'est justement sur ça qu'on va se baser lorsque nous allons voir des solutions donc par rapport au stress. Ok. Il y a également le stress qui se manifeste
émotionnellement, avec l'irritabilité. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils sont irritables. C'est-à-dire que vous le dites bonjour, ils se fâchent. Vous essayez de faire quelque chose, il se fâche. Parce qu'il est irritable, il est facilement. Voilà, il est à fleur de peau, comme on dit. Alors, peut se manifester aussi par une colère qui ne part pas. Vous êtes en colère, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en colère, vous êtes en colère. Et souvent, c'est parce que vous êtes stressé. On verra tout à l'heure le mécanisme avec euh, la dissonance cognitive. On va revenir sur ça tout à l'heure. La peur, la tristesse, les sautes d'humeur et une perte de motivation peut également être des manifestations émotionnelles du stress. On a aussi des manifestations comportementales. Il y a des gens qui vont avoir un appétit troublé, qui ne mangeaient pas, qui vont se mettre à beaucoup manger et qui mangeaient et qui vont tout simplement ne pas manger parce qu'ils sont dans une situation de stress. La consommation de l'alcool et du tabac peut aussi être des manifestations de stress. L'évitement social, la solitude, l'isolement peut également être des situations de stress. Des comportements impulsifs aussi et surtout, ça, c'est souvent signe de stress. Alors, ici, ce qu'on va faire avec vous, c'est il faut qu'on puisse s'imprégner de ces manifestations de stress. On va faire donc une étude de cas. On va voir le cas de Julie. Julie, elle est mère célibataire. Elle a un enfant et malheureusement pour elle, elle s'est séparée avec son mari ou son petit ami, peu importe. Julie travaille en tant que chef de projet et doit livrer un rapport important dans 24 heures. Il se trouve que Julie, son équipe est en sous-effectif. Ah oui. Son supérieur lui met la pression pour respecter les délais sous menace d'être virée. Donc là, elle se retrouve avec des documents qu'elle ne pourra certainement pas faire en 24 heures et son chef lui menace de lui virer. Alors, voyons ensemble chez Julie comment est-ce que le stress peut se manifester sur les 4 plans qu'on a cités. Commençons par le plan psychologique, physiologique, pardon. Alors, on va voir que Julie pourra avoir une tension musculaire sur la nuque, sur les épaules. Elle va avoir des maux de ventre, le rythme cardiaque qui s'accélère. Elle peut être là dès qu'elle pense au rapport qu'elle doit donner. Ouf, le rythme cardiaque s'accélère et tout. Julie va avoir des insomnies, elle n'arrive pas à dormir et elle sera angoissée. Voilà les manifestations sur le plan physiologique. Sur le plan cognitif, il se trouve que comme elle pense trop à ça et qu'elle se laisse emporter par les émotions qui la submergent, voilà, Julie a des difficultés de concentration sur le rapport. Maintenant, elle a des pensées intrusives quand elle pense. Il y a quelque chose qui lui dit, voilà, je n'y arriverai pas, je n'ai pas assez de temps, et tout, et tout, et tout. Elle oublie maintenant, fréquemment, des tâches simples, et maintenant, elle a des problèmes avec la prise de décision, parce qu'elle hésite constamment. Sur le plan émotionnel, elle est irritable envers tous ses collègues et sa famille. Quand son enfant parle, voilà, elle se fâche parce qu'elle a des problèmes au boulot, parce elle est stressée. Elle a maintenant un sentiment de débordement et d'impuissance. Elle est anxieuse, on l'a dit, et est en perpétuelle inquiétude. Maintenant, Julie, elle a des sautes d'humeur. Voilà comment ça se manifeste chez elle. Ici, le cas de Julie, c'est pour pouvoir vous montrer comment peut se manifester le stress dans un milieu professionnel ou chez quelqu'un qui a une situation de stress. Sur le plan comportemental, elle va avoir tendance à travailler de manière acharnée, de manière prolongée jusqu'au soir, malgré le fait qu'elle a du mal à se concentrer. Elle va forcer pour que ça marche. Elle va aussi avoir tendance à s'isoler. Elle refuse de sortir avec des amis parce que voilà, elle ne se sent pas trop dans le mood. Maintenant, Julie, elle consomme du café, du sucre et ce qu'elle ne consommait pas. Et chez quelqu'un qui est alcoolique, en tout cas si on n'était pas dans le cas de Julie, il aura tendance à consommer son alcool. Chez quelqu'un qui est drogué, il aura tendance à beaucoup plus consommer sa drogue. Et Julie va avoir une négligence de son apparence personnelle. C'est-à-dire que c'est le genre de personne, quand vous le voyez, vous savez qu'il a un problème. Parce qu'elle est débridée, parce qu'elle n'est pas bien, parce que. Les situations comme les situations de Julie peuvent être récurrentes. Oui.
Et quand elle est récurrente, ça traduit donc comme ça, aujourd'hui, cette semaine, un rapport qui n'est pas donné. La semaine prochaine, la même chose. La semaine prochaine, la même chose. Ici, on va avoir affaire à une situation de stress chronique. Oui, parce qu'il s'agit de plusieurs situations de stress aigu qui n'en finissent pas. Le temps que l'autre finit, l'autre a pris le dessus, l'autre. Et finalement, trop de cortisol chez Julie. Finalement, à 30 ans, elle aura des problèmes cardiaques. Elle aura des problèmes peut-être avec sa santé. Et c'est comme ça que Julie va se retrouver malade. Alors, il faut agir rapidement. Et c'est très crucial. Le stress chronique a des effets néfastes sur la santé physique et mentale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ignorer les signaux d'alarme peut mener à l'épuisement professionnel, ce qu'on appelait tout à l'heure le burn-out. L'épuisement professionnel, physiologique et psychologique, pardon, et physique. Parce que on est submergé. Et plus on agit tôt, plus il est facile de gérer le stress efficacement. Maintenant, voyons ensemble, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on fait pour gérer le stress? Commençons avec le stress aigu. Commençons avec le stress aigu. Voyons ensemble quelques axes de solutions qui peuvent faire en sorte que le stress puisse être bien géré. Alors, on a dit déjà que c'est quoi le stress aigu? On a dit que c'était une réaction physiologique. Elle était de courte durée, elle arrivait et elle partait. Et ce qui se passe avec le stress aigu, c'est que le corps va libérer du cortisol pour pouvoir vous mettre dans une situation où vous serez en position d'énergie. Vous serez en énergie pour pouvoir gérer la situation qui se trouve en face de vous. Et c'est ça, le stress aigu. Alors, quand, comme cette réaction, elle est physiologique et qu'elle intéresse le corps, il faut bien que la réponse ou la solution à ce problème puisse être également physique. Et donc, il y a des techniques qui ont été mises en place pour pouvoir gérer ça. Et ces techniques vont être physiques pour gérer le stress aigu. La première, c'est la respiration. On a parlé de la respiration. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la respiration? En Afrique, les gens ne croient pas en la respiration. Ils disent que c'est c'est des charlatans qui en parlent. Non, des dit ça ne marche pas. Non, des dit c'est moi j'ai respiré, mais j'étais toujours stressé. Vous respirez mal, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a une raison à ce que ça puisse marcher. D'accord? La respiration diaphragmatique, quand elle est bien faite, diminue la pression artérielle. Elle active le système parasympathique. Pour ceux qui font médecine, comprennent de quoi je parle. Ce qui se passe, c'est que euh, le système qui va produire du cortisol et le système parasympathique vont, le cerveau est obligé d'arrêter la production de cortisol pour pouvoir gérer l'instant d'inspiration avec le diaphragme qui va se contracter ou se relâcher pour pouvoir respirer. Comment on respire? C'est là tout le problème. Ne respirez pas n'importe comment et puis venir dire que ça ne marche pas. Parce que ça marche. Quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Stress aigu, réaction physiologique, avec des manifestations physiques, la solution ne peut être que physique quand on est aigu. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? La respiration diaphragmatique. Comment ça se passe? On inspire par le nez, en gonflant le ventre, la main sur le ventre, d'accord? Ou pas. Mais en tout cas, on respire par le nez en gonflant le ventre. Et on expire lentement. Attention, quand on inspire comme ça, après un moment, on bloque. D'accord? C'est-à-dire qu'on bloque la respiration pendant au moins 2 à 3 secondes. Donc je respire, j'inspire par le nez en gonflant le ventre. À un moment, je bloque la respiration. Ensuite, j'expire lentement par la bouche en dégonflant le ventre, toujours la main sur le ventre qui descend. Est-ce qu'on est bon? Là, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui va se passer, c'est que le mouvement de respiration va entraîner l'activation du système nerveux parasympathique qui va faire signe au cerveau que, ah non, yeah, là, il est en train de respirer, le diaphragme est en train de se contracter, donc le cerveau sera obligé d'arrêter temporairement la production de cortisol pour pouvoir permettre à ce que le diaphragme puisse se contracter et se relâcher. Et en général, vous verrez que tout de suite, la tension baisse.
Il y a aussi une autre technique de respiration qu'on appelle la respiration 4-7-8. On expire complètement par la bouche. Donc, on va dire un peu entre guillemets qu'on vide les poumons. Les poumons ne sont jamais vides, mais on va dire entre guillemets qu'on les vide. D'accord? On expire, on expire. On inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. On retient la respiration en comptant jusqu'à 7. C'est à peu près le même principe. Et ensuite, on expire lentement en comptant jusqu'à 8. Ça aussi, ça marche. Et vous verrez que on ne réinvente pas la roue, c'est presque la même technique. Et les amis, ça marche. Je l'ai essayé, je peux témoigner que ça marche. Donc, la prochaine fois que vous respirez parce que vous êtes stressé, ne respirez pas n'importe comment. Respirez de cette manière, vous verrez que ça marche. Vous-même, vous verrez que ça sera différent. D'accord? Alors, l'autre technique de relaxation, ici je vous ai dit, c'est pas sorcier et c'est très scientifique. Problème physiologique, stress aigu qui vous donne des réactions physiques, vous allez utiliser des solutions physiques pour pouvoir contrer la situation, c'est tout à fait logique. Ici, l'autre technique de détente pour pouvoir se libérer donc comme ça dans un état de stress aigu qui arrive, c'est la relaxation rapide. Comment ça se passe? Alors, c'est un jeu de contraction musculaire. Ici, il y a plusieurs méthodes. Je vais en citer donc ceux qui sont là. Commençons déjà par le jeu de contraction musculaire. Alors, même si vous êtes là et que vous ne faites pas médecine, comprenez quand même, essayez de comprendre ce que je dis. Ne vous en faites pas. Je l'explique de la manière la plus simple possible, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les techniques de contraction nécessitent que vous puissiez contracter vos muscles. C'est-à-dire que vous êtes en situation de stress, je ne sais pas, vous êtes censé prendre la parole, je ne sais pas où, et vous voyez que là, vous êtes en train de trembler, ça ne marche pas, vous n'arrivez pas. Voilà, retirez-vous un moment, allez dans les toilettes, d'accord? Et là, vous allez faire cet exercice, ok? Vous contractez vos muscles pendant 5 secondes et vous les relâchez. En général, cet exercice est toujours accompagné par une réaction de détente, toujours une sensation de détente, toujours. OK? Et ensuite, vous répétez l'exercice jusqu'à ce que les tremblements passent. Qu'on se comprenne, c'est quoi les tremblements? Les tremblements, c'est quoi? C'est juste un excès de cortisol qui va venir, de cortisol ou d'adrénaline, d'accord? Qui va venir donc comme ça au niveau des muscles. Et les muscles vont se mettre à trembler. Alors, ce qui se passe, c'est que en contractant vos muscles, vous les imposez un autre mouvement et en les relâchant, vous verrez que le même effet va se produire. Les muscles seront détendus parce que pendant un moment, ils ont libéré la tension qu'ils recevaient. Et ça marche, les amis, ça marche. En cas de stress aigu, ça marche. Vous vous isolez, vous pratiquez cet exercice et ça marche. Cependant, il y a des gens avec qui d'autres types d'exercices seraient plus efficaces. Par exemple, la visualisation positive et l'ancrage. C'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est un processus psychologique qui vous permet de pouvoir vous détendre. En faisant quoi? En pensant à une activité, une situation, un lieu, un événement qui vous a mis bien. En pensant à votre père, votre mère, votre soeur, ou je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez, à votre amoureux par exemple. Donc, ici, l'ancrage ou la visualisation positive consiste à faire la même chose. Vous vous retirez, d'accord? Vous vous retirez, vous allez dans les toilettes, vous allez demander quelque chose, vous fermez les yeux et vous vous imaginez un endroit calme. Pour la visualisation positive, ça marche aussi. Il y a des gens chez qui ça marche. Je vous avoue que chez moi, ça ne marche pas. Mais il y a des gens chez qui ça marche. Et vous vous concentrez sur les détails, donc le son, l'odeur. Pensez à un moment qui était vraiment un moment magique pour vous. Quand on vous a annoncé que vous avez eu le bac, par exemple. D'accord? Quand on vous a donné votre cadeau pour le bac, par exemple. Quand le jour de votre anniversaire, on vous a donné un cadeau qui vous a semblé être vraiment un cadeau, vraiment le cadeau du siècle. Pensez à ça. D'accord? Et ressentez la sensation. Et là, vous verrez que tout d'un coup, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui est réelle et une situation que vous imaginez. Il ne fait aucune différence. Lorsque vous vous mettez à imaginer des choses qui
vous mettre dans un bon état, le cerveau prend ça comme si vous étiez dans un bon état et donc libère des hormones qui vont vous mettre dans un bon état. Là, en l'occurrence, ça sera sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour, pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre calme, et ensuite aller faire votre prestation si c'est une prise de parole en public ou peu importe ce que c'est. D'accord? L'autre technique également qui marche, c'est donc toujours le recentrage sensoriel. Vous faites la même chose, vous vous isolez et vous faites cet exercice. Nommez 5 choses que vous pouvez voir. Nommez 4 choses que vous pouvez toucher. Nommez 3 choses que vous pouvez entendre. 2 choses que vous pouvez sentir. Une chose que vous pouvez goûter. Au bout de cet exercice, vous allez complètement distraire votre cerveau. Il sera complètement à l'ouest de la situation stressante qui, à la base, vous faisait trembler et vous faisait mettre dans une situation de peur. Donc, voilà les techniques qui marchent et que vous pouvez utiliser pour pouvoir sortir des situations de stress aigu. L'autre thérapie que les gens ignorent, négligent, et on en parle très peu malheureusement, je ne sais pas pourquoi, c'est le rire, mes amis. Le rire est un antidote naturel, puissant. Combien de fois on va le répéter? Pourquoi ça marche? J'aimerais pas ici être en train de spéculer. J'aimerais produire des preuves scientifiques sur ce que je dis. Le rire est un antidote naturel, c'est prouvé, d'accord? Le rire diminue le taux de cortisol, c'est prouvé, c'est même pas moi qui le dis. Le rire favorise la détente musculaire naturellement. Le rire améliore la respiration et renforce le système immunitaire. C'est même pas moi qui le dis. Alors, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans les situations de stress aigu? Si vous pensez que vous êtes en situation de stress aigu, par exemple, j'ai examen, je ne sais pas moi, demain. Je sais que c'est contre-indiqué ou bien c'est contre-intuitif ce que je suis en train de vous dire. Mais essayez, vous verrez que ça marche. J'ai examen demain. Demain matin à 8h et il est 0h, je dois lire. Mais je suis tellement stressé que j'arrive pas, j'ai des problèmes de concentration. Regardez une vidéo amusante. Riez, mes amis, riez, c'est thérapeutique. Écoutez un podcast humoriste, je sais pas moi. Faites un truc qui vous fait rire. Discutez avec un ami qui vous fait rire. Comme on dit, on a des amis qu'on appelle des anti-stress. Oui, moi aussi j'en ai un. D'accord? Contactez un ami qui vous fait rire. Et riez, riez. Vous verrez que le stress passe. Et après, vous vous recentrez sur votre travail et vous travaillez, ça passe. Donc, en cas de stress aigu, voilà les techniques qui marchent et qui actuellement peuvent vous sortir de la merde si jamais vous vous retrouvez dans une situation de stress aigu. D'accord? Maintenant, il y a naturellement également les stress chroniques dans lesquels il faut en sortir. Alors, les stress chroniques, on l'a dit, hein, stress chronique, c'est quoi? C'est quand ça dure, c'est quand ça devient vraiment quelque chose qui met du temps, ça nuit, d'accord? Et ce genre de stress a des percussions très très graves sur la santé à long terme. On a vu tout à l'heure des problèmes cardiaques, c'est même un facteur de diabète de type 2, ça diminue l'insuline, c'est pas bon, d'accord? Et donc, pour ça, voilà les techniques, ou voilà le style de vie qu'on peut adopter pour pouvoir éviter ça. Déjà, commencez par manger convenablement. Oui, privilégiez les aliments riches en magnésium, c'est-à-dire les légumes. Personne n'aime ça. Moi-même, je suis premier, mais je fais en sorte. Je fais en sorte. Alors, consommer les sources d'oméga 3. Là, on parle principalement du beurre et tout ce qui peut être facteur de source d'oméga 3, d'accord? Et limiter au maximum les excitants, café, alcool, sucre. Quand vous êtes stressé et que vous savez que vous êtes stressé, les gars, éliminez des choses comme le café à long terme. Ça ne vous fait pas du bien. Après, vous verrez que vous finirez par devenir addict à ce genre de choses. Et ce n'est pas une bonne chose. Et maintenir également une hydratation suffisante. C'est très important. Dit comme ça a l'air comme ça, mais c'est très important. Buvez de l'eau. On a dit buvez, buvez, buvez. Je pense qu'on était à quelque chose de 3 litres le jour quand on demandait de s'hydrater. Donc, buvez, buvez, buvez. L'autre technique, l'autre mode de vie qu'il faut adopter, c'est la déconnexion digitale. Planifiez des moments sans écran. Si vous savez que les écrans sont source de stress pour vous, planifiez des soirées, des week-ends où vous partez sans écran. Établissez des règles claires.
pour l'utilisation des appareils électroniques. Et utiliser les applications, il y a donc qui utilisent pour pouvoir gérer le temps sur les réseaux sociaux. D'accord? Aussi, pratiquer une activité physique régulière. Ah, c'est compliqué. Ici au Sénégal, au moins, les gens s'en sortent. Ce n'est pas comme chez moi au Congo. Mais l'activité physique régulière, comme la marche, la course, la danse, fait en sorte que votre corps se retrouve dans des activités, dans une production constante. Et ça limite donc les facteurs de stress chronique. On a vu l'alimentation, d'accord? On a vu la déconnexion digitale. On a vu là les activités régulières. Chacun de n'est pas à prendre à la légère. Chaque chose compte. Maintenant, l'une des choses qui fait que les gens stressent souvent, en tout cas de manière chronique, c'est une très mauvaise gestion du temps. Mes amis, je pense que si on devait faire des facteurs de risque de stress chronique, je pense que l'organisation du temps devrait apparaître en première position. Les gens gèrent tellement mal leur temps qu'ils ont tout le temps stressé. Tout le temps stressé, tout le temps. Et comprenez que si vous ne vous engagez pas à faire une formation sur la gestion du temps ou vous ne vous engagez pas à pouvoir bien gérer votre temps, vous allez stresser en permanence. Et ça n'est pas bon pour votre santé. D'accord? Donc, pour pouvoir éviter de stresser de manière chronique, il faut pouvoir bien gérer son temps. Ça passe par avoir une liste de tâches. J'ai fait récemment un webinaire sur la gestion du temps. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, écrivez-moi, c'est le lien sur la fiche. Écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien de vidéo YouTube parce que c'était un webinaire enregistré, comme celui-là aussi d'ailleurs. Et allez suivre ce webinaire. Je pense qu'il va vous aider. Ça commence déjà par avoir une liste des tâches. Avoir une liste des tâches et prioriser ces tâches. On avait vu la matrice d'Eisenhower, comment on l'utilise. On avait vu comment est-ce qu'on décompose des tâches complexes. On avait utilisé la technique Pomodoro. On va voir ça tout à l'heure. Je vais projeter et puis je vais passer rapidement parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre webinaire. Mais il faut pouvoir apprendre à gérer son temps si on veut éviter le stress chronique. C'est important. Ici, voilà donc la matrice d'Eisenhower dont je parle. Ici, c'est une matrice qui nous sert donc d'identifier les tâches qui sont importantes, des tâches qui sont non importantes et des tâches qui sont urgentes, des tâches qui sont non urgentes. Ici, vous aurez tout le loisir et tout le temps d'aller chercher ou d'aller voir l'autre formation que j'ai fait sur la gestion du temps. C'est vraiment pas l'objet de ce webinaire, donc j'aimerais passer vite. Ici, j'ai mis également un truc sur la technique Pomodoro, d'accord, où vous pouvez voir clairement comment ça se passe. Il s'agit d'avoir donc des pauses pendant que vous travaillez. Et c'est une technique qui marche. Pour éviter un peu de se retrouver comme ça en deep working tout le temps, vous pouvez utiliser la technique Pomodoro. Mais je tiens à préciser, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, je vous réfère à ma formation sur la gestion du temps. J'ai mis plusieurs techniques là-bas, que je n'ai pas naturellement pas mis ici. Allez y voir. Vous verrez, tout ce que je n'ai pas dit ici se trouve là-bas. Alors, ici, fixer des limites personnelles. Ça aussi, c'est très important. L'un des facteurs de stress chronique, c'est aussi parce que les gens ne savent pas dire non. Parce qu'ils sont trop gentils, parce qu'ils veulent satisfaire les autres, parce que. Apprenez à dire non. On appelle ça le non qui sauve. Apprendre à dire non aux demandes excessives. Dire non va vous sauver la vie. Dire non, c'est bénéfique pour vous. Dire non, c'est vous mettre en avant par rapport aux autres. Dire non, c'est vous privilégier, vous, par rapport aux autres. C'est pourquoi c'est important de pouvoir dire non quand vous ne pouvez pas tenir l'engagement ou vous ne pouvez pas respecter ce qu'on vous demande. Il est nécessaire de protéger son temps personnel et ses moments de repos. Quand vous avez un moment de repos, vous avez un temps personnel que vous allez passer avec votre famille ou vous-même et que quelqu'un vient vous demander de faire quelque chose, ne vous dites jamais qu'il faut que vous puissiez prendre cette chose et vous le mettre dans votre temps à vous. Et alors, vous n'aurez pas de temps alors. Pensez à vous, mes amis. Donc, si objectivement, vous jugez que cette chose qu'on vous demande de faire n'est pas urgente, n'est pas, voilà, vous pouvez faire fi de ça, ne prenez pas. D'accord? Et communiquer clairement sur ses besoins et ses limites à son entourage, et surtout en milieu professionnel. Oui, il y a quelqu'un qui demande, je peux avoir le lien sur la gestion du temps.
Oui, écrivez-moi s'il vous plaît. C'est le lien sur la fiche. Je sais pas, j'imagine que vous avez vu la fiche ou le scanner le code QR. C'est le numéro sur la fiche. Excusez-moi, c'est le numéro sur la fiche. Écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. Ou alors vous tapez bon Mind Up sur YouTube, gestion du temps. Vous allez voir. Alors, communiquer clairement ses besoins, surtout en entreprise. Surtout en entreprise. La raison pour laquelle, en général, les managers vous exploitent, c'est parce que vous communiquez pas clairement. Dites clairement, ça, c'est l'ordre de ma mission, ça, non. Vous travaillez, vous devez avoir des objectifs. Vous devez avoir un cadre de travail. Et c'est logique. Demandez à votre manager d'avoir un cadre de travail. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Qu'est-ce que vous n'êtes pas censé faire? Ce que vous n'êtes pas censé faire n'est pas prioritaire par rapport à ce que vous êtes censé faire. Je comprends qu'en Afrique, il y ait accumulation de postes et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à faire des tâches qu'on n'est pas censé faire. Mais ces tâches ne peuvent pas être prioritaires par rapport à nos tâches. Et en général, on se retrouve stressé sur des tâches qui ne nous concernent même pas. C'est pourquoi il faut être clair dans la manière de communiquer. Dès l'entretien d'embauche, il faut pouvoir dire, je suis venu pour quoi? Je suis venu pour ça, 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 ça. Ok, ce sont mes tâches qui sont prioritaires. Toute tâche qu'on ajoute à ça, je le fais si j'ai le temps. Ah oui. Maintenant, après, j'aimerais pas vous dire dans ce webinaire, allez-y dire, ne faites pas. Non, il faut faire. Parce que, voilà. Alors, savoir déléguer effectivement. Ici, c'est un problème de manager. Les managers ont souvent l'habitude de dire oui, mais je ne peux pas déléguer parce que ceux qui sont en dessous de moi ne peuvent pas faire ça comme moi. Si vous dites ça, excusez-moi de vous dire que vous êtes un mauvais manager. D'accord? Vous êtes un très mauvais manager parce que vous ne formez pas les gens qui sont en dessous de vous. Ils sont incompétents, vous les laissez incompétents et ça ne vous dit rien. Donc, vous préférez faire tout vous-même et laisser ceux qui vont subordonner ou vos collaborateurs incompétents dans leur position d'incompétence et vous continuez votre vie à les manager dans leur incompétence. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes censé les former à faire des tâches qu'ils ne savent pas faire pour pouvoir déléguer si jamais vous êtes submergé de tâches. D'accord? Ça, je pense que prochainement, on va faire un webinaire donc, sur le leadership et le management et leadership. Et là, on va voir un peu comment ça se passe. D'accord? Alors, on a vu comment est-ce qu'on s'en sort quand il s'agit d'un stress aigu. On a vu comment est-ce qu'on s'en sort quand il s'agit d'un stress chronique. Maintenant, on voit les cas particuliers. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que j'ai fini. Mais ces cas particuliers, je ne pouvais pas passer à côté parce que ce sont des cas qui reviennent trop souvent. Les stress avant les examens, les étudiants. Ah, là, on se regarde, on se sait. Le principal problème avec ce genre de stress, il est causé par une mauvaise planification, une procrastination perpétuelle et un manque de préparation complètement inconsciente. Alors là, chers étudiants, s'il vous plaît, permettez-moi de mettre le doigt là où ça fait mal. Parce que, en général, ce n'est que ça. C'est vrai, naturellement, il y a des gens qui se préparent et qui se retrouvent quand même stressés avant les examens. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais ce genre de personnes, vous verrez que si vous les mettez en salle d'examen, ils vont composer normalement. Contrairement à vous, qui ne vous êtes pas préparé. D'accord? La solution se trouve dans un planning de révision réaliste. D'accord? Et détaillé. Ne faites pas des plannings de révision avec des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. Et quand vous n'allez pas les atteindre, vous direz, ah, moi, je fais des programmes que je ne tiens pas. Après, bon, vous allez abandonner. Et ça, c'est pas comme ça que ça marche. Divisez la matière en petites portions gérables. Je vous conseille un livre. Euh, j'ai oublié le titre, malheureusement. C'est euh, le principe du livre, c'est que chaque pas, même petit, compte. D'accord? Il ne s'agit pas de toujours tout faire en un moment. Vous pouvez prendre le temps de pouvoir faire des petites tâches de temps en temps et faire en sorte que, voilà, à la fin, vous ayez quand même parcouru un bon nombre de documents. C'est vrai qu'il y a de ceux qui fonctionnent au stress, comme on dit, c'est-à-dire que le stress est leur carburant. Mes chers amis, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ceux qui, oui, exactement, merci de m'aider, c'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé. Le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est l'effet cumulé. D'accord? Allez le lire. Vous verrez que le principe qu'on décrit dans le livre, c'est justement que
Petit à petit, on peut construire les grandes choses si on arrive à bien les diviser. D'accord? Donc, mes chers amis, vous qui fonctionnez au stress, si ça marche pour vous, continuez à fonctionner au stress, mais ce n'est pas bon. Il faut pouvoir diviser vos tâches de telle sorte que vous ne puissiez pas stresser comme vous stressez pour vos examens. Maintenant, il faut utiliser des techniques d'apprentissage actives, comme l'apprentissage en convergence. C'est quoi l'apprentissage en convergence? C'est très utile pour les étudiants en médecine qui m'écoutent, parce que moi, c'est ça qui me sauve la vie. C'est quoi l'apprentissage en convergence? L'apprentissage en convergence, c'est une technique d'apprentissage qui consiste à pouvoir lire des documents qui vont ensemble. Sur la semaine, par exemple, vous pouvez faire des cours de thérapeutique, des cours d'anatomie, je dis des bêtises, des cours de physiologie, des cours. Et tous les cours ne parlent pas de la même chose. Mais l'apprentissage à convergence, c'est la technique qui consiste à prendre le cours d'anatomie qui parle du système digestif, prendre le cours de physiologie qui parle du système digestif, prendre le cours de thérapeutique qui parle du système digestif et les lire au même moment. 1. Ça favorise la rétention par répétition d'informations. 2. Ça me demande moins d'efforts. Et troisièmement, ça me permet d'ancrer ce que je lis, c'est-à-dire que je ne vais plus jamais oublier. Parce que j'ai tellement compris ce que j'ai fait que finalement, ça m'aide. C'est ça qu'on appelle apprentissage en convergence. Toujours lire comme ça. Moi, ça me sauve la vie. Je ne lis pas, je ne vais pas lire un cours sur le système digestif, ensuite aller lire un autre cours sur, je sais pas moi, la thyroïde, après aller lire un autre cours sur le cerveau. Non, parce que ça m'épuise. D'accord? Ce que je fais, c'est que je rassemble les cours qui se ressemblent. C'est la même chose pour ceux qui font comptabilité, pour ceux qui font droit, pour ceux qui font, je sais pas moi, management des ressources humaines, pour ceux... Non. Il faut pouvoir rassembler les cours qui se ressemblent ou qui ont des détails qui sont semblables et les lire au même moment. Et ne me dites pas on n'a jamais fait le cours. Non, vous pouvez toujours trouver le cours quelque part sur Internet. Si vous savez que c'est dans le programme, rassemblez-le, lisez-le. Et quand vous allez le faire, vous verrez que vous allez bien le comprendre, mieux le comprendre, parce que vous êtes préparé par rapport à ça. Il faut pouvoir planifier des pauses pour éviter le burn-out. Trop travailler, c'est pas bon. Je pense qu'on l'a dit assez. Maintenant, en général, l'autre problème avec les étudiants, c'est le manque de sommeil. Les étudiants ne dorment pas parce qu'ils regardent des séries, parce qu'ils... Moi-même, j'avais cette habitude, donc je nous parle à nous. Il faut dormir. Je ne sais pas combien de fois j'ai une amie qui s'appelle Michel qui m'a répété, il faut dormir, Dédi, il faut dormir. Et c'est seulement récemment, je pense il y a quelques mois, que j'ai commencé à dormir et j'ai vu la différence. Votre cerveau n'est pas à sa capacité maximale quand vous ne dormez pas. D'accord? Il faut pouvoir dormir. C'est très, 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 très important. Donc, je résume pour les stress avant examen. Votre problème, c'est la planification. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Votre problème, c'est la procrastination. Et pour vaincre ça, utilisez l'effet cumulé. Utilisez l'apprentissage en convergence. Utilisez le fait de pouvoir disséquer vos tâches sur une longue période. Un cours n'est pas obligé d'être lu en une journée. Lisez même une phrase. Faites quelque chose et passez. Demain, lisez encore. Après-demain, faites encore. Vous verrez que ça passe crème. Et quand vous allez arriver proche de l'examen, tout va bien se passer. Il n'y a pas de méthode miracle. Et si vous ne vous prenez pas au sérieux pour pouvoir appliquer ce que je dis là, vous continuerez à stresser avant les examens. Donc, vous êtes venu suivre ce webinaire pour rien, parce que ça ne va rien changer si vous sortez de là et que vous n'appliquez rien de ce que je dis. Comprenez bien que le changement passe par l'acte. Il faut pouvoir poser des actes pour que ça change. D'accord? L'autre problème, dans les cas particuliers, c'est le stress lié à la vie quotidienne. Il y a des gens qui sont stressés H24. Alors, en général, ces personnes sont stressées dû à un problème de dissonance cognitive. J'ai parlé de ça tout à l'heure. De dissonance cognitive longue, des habitudes néfastes et d'un manque d'équilibre. Alors, c'est quoi la dissonance cognitive? La dissonance cognitive, c'est une fracture entre vos valeurs et vos actions. C'est-à-dire, vous êtes musulman,
les musulmans, enfin, je suis pas musulman, donc je vais un peu dire des bêtises, excusez-moi. Je sais pas, les musulmans, par exemple, oui, je sais, les musulmans ne mangent pas du porc, voilà, ça, moi, je sais. Et ça, ça c'est sûr, voilà. Les musulmans ne mangent pas du porc. Et vous gavez de porc. Et finalement, vous avez normalisé le fait de pouvoir vous gaver de porc. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pour vous, c'est rien. Après, vous avez normalisé ça. Mais votre subconscient va être en dissonance cognitive. Vous allez avoir des problèmes à vous concentrer. Vous allez avoir une sensation de gêne perpétuelle tout au long de la journée, tout au long de votre vie, sans comprendre pourquoi est-ce que ça vous arrive. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est parce que vous faites des choses qui... Et c'est complètement inconscient. Hein? C'est pas un processus conscient du tout. C'est complètement inconscient. Quand vous êtes en dissonance cognitive, en général, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en dissonance cognitive. Mais il arrive que vous sachiez très bien que, en fait, moi, c'est ça que je fais qui n'est pas en accord avec mes valeurs qui me mettent dans cet état. Et ça entraîne une situation de stress quotidien. Alors, les solutions pour pouvoir donc remédier à ça, c'est déjà remettre un équilibre entre vos croyances et vos valeurs. Oui, être aligné avec ce que vous croyez intérieurement. Si vous êtes musulman et que vous avez grandi avec certains principes, certaines valeurs, si vous y dérogez dans la vie de tous les jours, faites en sorte d'arrêter. Faites le tout d'arrêter. Il en va de votre thérapie. Identifiez les domaines de la vie qui nécessitent un ajustement. Adoptez des habitudes saines et, s'il le faut, consultez un thérapeute. Parce qu'en général, dans les situations de dissonance cognitive, c'est vraiment individuel. C'est au cas par cas, c'est interpersonnel. On ne peut pas vraiment donner une solution pour tout le monde. Il faut rencontrer un thérapeute, s'asseoir avec lui, un coach, et nous le faisons dans MindUp, nous discutons avec des gens, nous voyons qu'est-ce qui ne va pas exactement avec eux, et nous faisons en sorte de leur donner des outils personnalisés, sur mesure, qui font en sorte qu'ils puissent sortir de cette dissonance cognitive. Et c'est un processus qui est lent, ce n'est pas du jour au lendemain. D'accord? C'est pas un comprimé. Non, c'est un processus qui est lent. On accompagne ces personnes, ils sortent et ensuite ils redeviennent un peu avec une posture un peu joviale. C'est-à-dire le stress s'en va, la dissonance s'en va et après, ce sont les gens qui finalement finissent par s'engager même dans les expressions d'art ou des expressions créatives. D'accord? L'autre stress, c'est le stress au travail. Toujours dans les cas particuliers. Ici, principalement, c'est causé par donc une mauvaise planification, la surcharge de travail, la pression constante des supérieurs, surtout dans les centres d'appel, où les managers vous foutent tout le temps la pression, le manque de reconnaissance par rapport à ce que vous faites, d'accord? Les situations de crise fréquentes et des conflits interpersonnels. Je ne m'entends pas avec tel, je ne m'entends pas avec tel, je ne m'entends pas avec tel. Voilà les situations, dans les cas particuliers, les stress au travail, comment ça fonctionne. Alors, pour les problèmes de planification et de surcharge, on l'a dit tout à l'heure, je vous renvoie encore une fois à la formation sur la gestion de temps. Je ne vais pas m'allonger dessus. Pour les pressions et la reconnaissance, il faudra peut-être, comme je l'ai dit, communiquer de manière efficace avec les personnes qui vous ont employé. Discuter avec eux pour savoir exactement qu'est-ce que vous êtes censé faire et ne pas faire. Et si jamais ces personnes, vous ne vous retrouvez quand même pas dans l'entreprise, il faudra peut-être envisager, d'accord, des opportunités de développement professionnel. Quitter l'entreprise, si ça vous arrange, je ne sais pas, mais votre santé passe avant tout. Votre santé passe avant tout. Si vous pouvez, commencez à déposer votre CV dans d'autres entreprises, en attendant qu'on puisse vous prendre et que vous puissiez partir de là. Et aussi, dans les situations de crise, j'avais prévu aussi qu'on puisse faire, à part le webinaire que j'ai présenté tout à l'heure sur le leadership et la gestion, j'avais prévu faire un webinaire aussi sur les gestions de crise, parce que c'est important. C'est un problème également qui mine beaucoup, surtout dans le cadre managérial dans les entreprises, les gestions de crise. Alors là, il faut pouvoir développer des compétences en gestion de crise parce que ce sont des compétences. On ne naît pas avec. Il y a des gens qui naissent avec, c'est des cas particuliers naturellement, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, d'accord? L'une des techniques que je peux donner ici à la va-vite, c'est de rechercher donc un médiateur si nécessaire, pouvoir faire en sorte d'essayer de comprendre les personnes avec qui vous discutez,
c'est important. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pouvez pas résoudre la crise. D'accord? Et toujours rester impartial lorsqu'il s'agit d'un problème de gestion de crise. Ne pas perdre de vue l'importance de ce que vous êtes en train de faire ou le rôle même de ce que vous êtes en train de faire. Alors, les stress à l'oral, dans des cas particuliers. Moi, je suis secrétaire général du club d'initiation, du club médical d'initiation à l'art oratoire et je sais ce que c'est, le stress à l'oral. Et en général, on stresse quand on va prendre la parole en public. Le problème principal réside en général sur la peur du regard des autres, la peur du jugement, le manque de confiance en soi ou la peur de l'échec. Les solutions, c'est se préparer. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai redit et je le redis encore aujourd'hui. Il faut préparer son discours. C'est la seule façon de pouvoir être sûr que quand vous êtes sur le point de prendre la parole, vous ne serez pas en situation de trac. Naturellement, il peut arriver que vous puissiez très bien préparer votre discours et être quand même en situation de trac, mais vous verrez que ça va vite passer. Répéter son discours à plusieurs reprises. Se familiariser avec le lieu, le matériel, si possible, avant de prendre la parole, discuter avec les gens dans le public, d'accord? Histoire de créer des liens avec eux pour que quand vous allez vous retrouver sur le pupitre, vous ne puissiez pas être en situation de panique générale, d'accord? Et il faut pouvoir accepter le trac comme une réaction normale. Quand vous êtes sur le pupitre, concentrez-vous sur le message plutôt que sur les personnes qui vous regardent. Il est préférable de donner un message avec des erreurs ou avec avec où on sort du contexte de présentation normale plutôt que de ne pas donner de message du tout parce que vous avez peur et partir. D'accord? Donc, il faut pouvoir aussi, si possible, interagir avec le public pour créer une connexion. Très important. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, il faut qu'on conclue pour pouvoir prendre les questions-réponses. Je pense que c'est la dernière diapositive. Il faut pouvoir prévenir le burn-out. Je l'ai dit tout à l'heure depuis le début. C'est quoi d'abord le burn-out? On en a parlé tout à l'heure. Épuisement émotionnel, sentiment de vide, manque d'énergie, dépersonnalisation, sentiment de manque d'accomplissement, et j'en passe. Le burn-out est en fait une détresse psychologique et physique, un épuisement psychologique et physique, où vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus. Là, vous êtes vraiment dans une situation où vous n'arrivez plus. Et il se manifeste donc par un sentiment de vide, un manque d'énergie, un détachement émotionnel. Et parfois, on peut même finir par sombrer dans une dépression. Le burn-out est la porte d'entrée à la dépression et parfois même au suicide. C'est pourquoi il est important de prendre soin de votre santé mentale. Les stratégies pour pouvoir prévenir donc le burn-out, c'est définir des horaires réalistes, définir des objectifs réalistes, prendre des pauses régulièrement, prenez des temps pour vous, sortez, discutez. Et si vous sentez que malgré tout ça, vous êtes dans un processus où vous ne pouvez pas éviter le burn-out, vous êtes déjà en plein dedans, consultez un thérapeute. D'accord? Discutez avec quelqu'un qui s'y connaît pour qu'il puisse vous orienter vers la voie de la sortie. Il faut également développer des intérêts en dehors du travail. Je l'ai toujours dit, la meilleure thérapie, c'est l'expression. Exprimer ce que vous ressentez par la musique, par la peinture, je sais pas moi, tout ce qui est art, s'il faut peindre, s'il faut danser, faites-le. En général, ça diminue les facteurs de stress. Pratiquez des activités qui vous procurent du plaisir, de la détente, des hobbies, du sport, je sais pas moi. Et faites quelque chose qui vous met bien. Et maintenez un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Voilà pour pouvoir prévenir du burn-out. Au final, on aurait vu ce que c'est que le stress, on aurait vu les manifestations du stress, on aurait vu ce que c'est que le stress aigu et le stress chronique et comment en sortir, et on a vu les cas particuliers. Et maintenant, mes amis, il est temps pour vous et moi qu'on puisse discuter de quelques questions, de quelques réponses, et qu'on puisse établir ce qui n'a pas été clair pour que je puisse l'éclaircir avant de nous séparer. Donc, encore une fois, dans la barre des messages, dans la barre des commentaires, je suis là à votre disposition. Je vous lis
S'il y a des questions, je suis preneur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois une question. La gestion du stress est-elle une partie de la gestion des émotions? Oui, on peut dire ça. La gestion des émotions, c'est pouvoir vous montrer quelles sont les émotions déjà qui existent. Il y a des émotions de base, qu'on appelle encore des émotions primaires, et il y a des émotions secondaires qui sont donc un mélange de ces émotions primaires. D'accord? Et on vous apprend comment pouvoir sortir de, de ces émotions, on va dire, primaires et secondaires. D'accord? Et la gestion du stress fait partie intégrante donc des gestions, qu'est-ce que je dis, des émotions secondaires. Parce que le stress est un mélange de plusieurs émotions. Ça peut être un mélange de surprise et de peur, d'accord? Ça peut être un mélange de dégoût et de peur. Ça peut être un mélange d'anxiété et de peur. Et ça peut être un mélange de beaucoup de choses. Ce qui fait que la gestion du stress, oui, est une partie de la gestion des émotions. Si vous voulez rebondir sur la question, vous pouvez toujours rebondir sur la question. S'il y a d'autres questions, les amis, n'hésitez pas à poser des questions. Les étudiants, les managers, je sais qu'il y a des managers parmi nous, je sais qu'il y a des salariés, j'ai aussi vu des entrepreneurs. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour discuter. Ok, quelle est la durée de temps d'un bon sommeil en tant qu'étudiant? Alors, je suis étudiant aussi, donc je suis bien placé pour savoir qu'en général, en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous pouvez faire 6 heures de sommeil, ça serait déjà bien. Si vous pouvez. D'accord? Si vous pouvez, c'est-à-dire au pire des cas, c'est-à-dire là vraiment vous n'arrivez pas. Vous vous coûtez à coucher à 0 heure, vous levez à 6 heures, allez-y, faites-le, c'est déjà ça. Mais les week-ends, s'il vous plaît, rattrapez les 8 heures. D'accord? En général, le week-end, on est un peu plus soft. Donc, quand on est le week-end, dormez. Si vous pouvez faire 8 heures le week-end, dormez. D'accord? Mais en semaine, c'est compliqué. Faites les 6 heures et puis voilà. Normalement, ça devrait être assez. L'organisme, si vous le faites souvent, devrait s'adapter à ça pour pouvoir travailler. Mais rattrapez ça toujours les week-ends. Comme ça, c'est mieux. Oui, d'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Ouais, je vois qu'on est à 39 et il n'y a pas de questions. Tout ce que j'ai dit est très compréhensible du coup. Ok, 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 ok. Là, je ne suis même plus, il y a même plus trop de questions. Euh, Alain M, promo TC, je n'ai pas compris ce que c'est. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Est-ce que le stress chronique conduit à un état d'anxiété permanent? Est-ce que le stress chronique conduit à un état d'anxiété permanent? Oui, c'est ce qu'on a dit. Parce que le stress, du coup, il devient chronique. D'accord? On est dans une posture où la personne stresse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Et c'est ça qu'on appelle en fait stress chronique, c'est ça. Donc c'est une anxiété qui est permanente. Maintenant, on a dit tout à l'heure que ça peut être une dissonance cognitive. OK? On a dit que ça peut être une dissonance cognitive ou alors ça peut être juste des stress aigus qui se répètent parce que la personne soit ne gère pas bien son temps, soit a un autre problème. D'accord? Ensuite, revenir sur la différence entre stress et crise d'angoisse. D'accord? Je vais remettre ça pour toi. Une minute. Ok, donc voilà. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'une crise d'angoisse, c'est une crise. De base, c'est une crise, d'accord? C'est une crise. Et une crise, c'est quoi les caractéristiques d'une crise? C'est qu'elle est passagère. Une crise, elle est passagère. Elle est intense et elle est passagère. Alors que avec le stress est variable. Il peut être intense, il peut être intense quand il est aigu, tout comme il peut être variable aussi, constant, quand il s'agit d'un stress chronique. D'accord? Alors que les crises,
en général, on ne sait pas pourquoi on a fait une crise d'angoisse, on ne sait pas pourquoi. Alors que le stress, on sait très bien l'objet de notre stress. C'est-à-dire, on est conscient du fait qu'on stresse pour telle ou telle chose. D'accord? Donc voilà un peu. Et aussi, la prise en charge, naturellement, n'est pas la même. Oui, Rudel, est-ce que la procrastination peut être la conséquence d'une mauvaise gestion de temps? Oui, naturellement. Naturellement. Mais la question a disparu, il y avait une autre question. Ah, vous étiez en train de réfléchir sur des questions alors. Ok. Est-ce que la procrastination peut être la conséquence d'une mauvaise gestion de temps? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il faut aussi. La procrastination, c'est tout un chapitre à lui tout seul. Je ne sais pas s'il faut qu'on puisse faire un webinaire uniquement sur ça. Mais la procrastination en soi, c'est tout un chapitre. Je vous en prie, les micros bloqués, s'il vous plaît. Donc la procrastination en soi, c'est tout un chapitre. Donc il faut identifier la cause de la procrastination. Est-ce que vous procrastinez parce que vous n'aimez pas ce que vous faites? Est-ce que vous procrastinez parce que vous êtes tout simplement fatigué, parce que vous êtes en manque de dopamine ou parce que. Donc il faut pouvoir identifier la cause de la procrastination. Et je pense que lors du webinaire sur la gestion de temps, on a parlé longuement de la procrastination. Je vous réfère à là-bas. Vous pourrez voir un peu une réponse un peu plus adaptée là-bas parce que j'en ai longuement parlé. Est-ce que dormir les heures tardives, par exemple 1 heure à 2 heures du matin, peut impacter notre cerveau? Alors, le cerveau, c'est un cycle, d'accord? Il est conseillé de dormir la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a pas il n'y a pas des rayons lumineux qui vont donc tomber sur nos photorécepteurs au niveau des yeux et la glande pinéale, elle va sécréter donc de la mélatonine, ce qui est l'hormone du sommeil. Ok? Donc il est conseillé de dormir la nuit. Maintenant, à quelle heure vous dormez, ça c'est pas le problème. Mais il est conseillé de dormir la nuit. À quelle heure vous dormez, franchement, c'est pas un problème. En tout cas, de ce que je sais. Je suis pas un expert dans le domaine, mais je sais que il est tout simplement conseillé de dormir la nuit, point barre, pas le jour. Donc ne faites pas quelque chose comme quoi vous allez dormir le jour. Après, ça dépend aussi dans quelles conditions vous dormez. Si vous dormez dans une pièce qui est complètement fermée avec un noir complètement noir, oui, ça passe. Mais il est conseillé de dormir la nuit tout simplement. Dormir à 2 heures n'est pas un problème. Maintenant, ça peut constituer un problème dans le sens où est-ce que quand vous dormez à 2 heures, vous respectez au moins les 8 heures de sommeil? D'accord? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Oui, est-ce que le stress peut impacter sur notre confiance en soi? Oui, dans le sens où, écoutez, si vous avez plusieurs tâches et que finalement, vous, vous n'arrivez pas à pouvoir agencer les tâches, vous allez stresser parce que la date d'échéance va arriver, les examens vont arriver, vous devez rendre un rapport. Voilà, l'extrême, la date d'échéance est arrivée. Et ça va faire en sorte que vous puissiez stresser. D'accord? Donc, vous stressez aussi parce que vous allez vous dire que finalement je suis nul, finalement moi je n'arrive pas à gérer mon temps, ça peut diminuer votre confiance en vous. D'accord? C'est pourquoi je l'ai dit dans la formation sur la gestion de temps, il faut pouvoir gérer votre temps pour éviter de se retrouver dans les problèmes de confiance en vous. Parce que bien gérer votre temps vous met dans une situation où vous avez confiance en ce que vous faites. D'accord? Parce que vous êtes beaucoup plus calme. Donc ensuite, est-ce que c'est bénéfique dans le cadre pédagogique de vouloir travailler lorsqu'on est stressé? Il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs lorsqu'ils sont stressés. N'oubliez pas, le stress, c'est une réaction physiologique, naturelle, d'accord? Donc, si vous pouvez, pendant que vous êtes stressé, si vous pouvez, faites-le. Parce que vous verrez que vous serez beaucoup plus concentré. La production de cortisol fera en sorte que vous puissiez être beaucoup plus concentré. Faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, utilisez les techniques que j'ai montrées tout à l'heure pour pouvoir revenir à un état stable, ensuite travailler. D'accord? euh, Je suis en stress aigu quand je suis dans une rencontre et la plupart, je suis seul dans la foule et je n'ai pas d'amis. Je ne suis, je suis dans une solitude accrue. Je peux dire depuis toujours, je procrastine aussi sur les études. Je me sens très souvent fatigué, même si je viens de me réveiller depuis 9 heures. Que me conseillez-vous? Merci beaucoup pour la qualité de la masterclass. Alors, merci à vous. Alors, vous êtes dans une situation où, déjà, moi, le premier indicateur que je vois là, qui est absolument pas normal, c'est que vous puissiez dormir 9 heures de temps. Pourquoi? Pourquoi? Si vous dormez 9 heures de temps,
En général, c'est paradoxal, je sais, mais quand on dort trop, on se réveille fatigué. Enfin, j'imagine que tout le monde le sait. Quand on dort trop, on se réveille fatigué, d'accord? Ça peut être pour ça que vous êtes fatigué. Maintenant, comment vous vous alimentez? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation de, de dissonance cognitive? Après, tout ça, il faudra voir avec vous. C'est un peu cas par cas, mais ce qu'il faut répondre là, c'est, vous dites, vous êtes en situation de stress aigu. Quand je suis en reste d'une rencontre, et la plupart du temps, je suis seul, je n'ai pas d'amis, ok, je pense que vous, votre problème est un peu plus profond. Il faudra peut-être m'écrire pour qu'on puisse en discuter, ou qu'on puisse discuter sur ça, ou qu'on puisse en parler, d'accord? Parce que être seul, pourquoi vous êtes seul? Est-ce que c'est parce que les gens, ça vous intéresse pas, ou bien il faudra qu'on discute dessus? Pourquoi vous êtes seul? L'être humain est un être social, d'accord? Euh, Pouvez-vous réafficher les exercices qu'on vient de faire? Ok, je vais réafficher ça pour vous. Voilà, ils sont là, ils sont à l'écran. Je fais une mauvaise, j'ai fait une mauvaise prestation hier lors d'un concours international d'art oratoire, juste parce que j'ai reçu deux mauvaises nouvelles par téléphone juste avant de passer au pupitre. D'accord? Je suis vraiment désolé. Ça arrive, ne vous laissez pas abattre par ça. J'ai pas pu gérer ces émotions. Quelle est votre lecture sur cette situation? Déjà, il faut comprendre que ça arrive. D'accord? Ça arrive. Ce que moi, j'ai à vous dire, c'est que euh, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est votre perception à vous par rapport au problème. Ça, c'est ce qu'il faut retenir dans ce genre de cas. Le problème n'a jamais été le problème. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport au problème? C'est ça. Donc, comment vous, vous interprétez la situation? OK? Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, il faut toujours relativiser. J'ai appris à mes étudiants à Semiao ce qu'on appelait la pensée contraire. D'accord? Et la pensée contraire, c'est une pensée critique qu'on s'auto-inflige. Ça marche, c'est une technique qui marche très bien. Quand je reçois une mauvaise nouvelle et que je vois que je suis dans une situation où je ne peux pas encaisser la nouvelle, j'utilise une pensée contraire ou une pensée qui n'a rien à voir pour me dire, OK, euh, et si ce qu'on me dit là, ça pouvait être changé, ou et si ce qu'on me dit là, voilà, c'était pas très vrai, et si ce qu'on me dit là, enfin, j'utilise une pensée contraire juste pour pouvoir me remettre en condition, prester convenablement, et ensuite revenir. Il s'agit en fait d'un talent assez particulier de pouvoir se dire quelque chose et y croire. D'accord? Donc, il suffit de pouvoir, entre guillemets, hacker son cerveau pour se dire, OK, je viens de recevoir cette nouvelle, mais et si la personne qui me la donne elle n'a pas vérifié la nouvelle? Et si ça changeait pendant que j'étais en train de faire ma prestation? Et j'y crois, et je fais ma prestation. À la fin, je vérifie. Tu vois? C'est un peu ma lecture de la situation. C'est ce que j'aurais fait si j'étais toi. Maintenant, après, t'en fais pas. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. J'ai raté pas mal de choses comme ça, mais tu verras que ça, ce qui te tue pas te rend plus fort. Oui. Pour les 8 heures de sommeil, est-ce qu'on peut les faire des coupes? Par exemple, dormir de 0 heure à 5 heures, ensuite de 15 heures à 17 heures. Alors, je le redis encore, je suis pas vraiment expert dans le domaine, mais je pense pas. Non, si vous voulez faire 8 heures de sommeil, faites d'affilée. OK? Je pense que les sommeils en journée passent plus dans le contexte des siestes. Et c'est pas vraiment la même chose. La sieste, c'est pour pouvoir vous redonner de l'énergie. Le sommeil, c'est pour pouvoir renouveler les cellules. D'accord? C'est ce qu'on nous a appris en médecine. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse rattraper le sommeil. Non, 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 je ne pense pas. D'accord? La gestion du stress peut être en rapport avec les températures. Sur quel point, par exemple? Alors, je ne pense pas avoir compris la question. Les températures. De quelle température on parle? Des températures? Des degrés Celsius? Alors, des tempéraments. Ok, la personne a rectifié. Des tempéraments. Oui, naturellement, je pense qu'il faut qu'on puisse aussi faire un webinaire donc du coup sur les néagrammes pour qu'on puisse voir les différents types de personnalités qui existent. Mais oui, une personne colérique aura une tendance au stress beaucoup plus exacerbée qu'une personne qui est un peu plus calme. D'accord? Donc oui, ça a tout un rapport avec les tempéraments. C'est une très belle question, j'aime bien. Ça a tout un rapport avec les tempéraments et c'est pour ça qu'il faut aussi.
avant de pouvoir s'engager dans une démarche d'apprentissage de gestion de stress, comprendre comment on fonctionne. C'est très important de pouvoir comprendre qui on est. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est nécessaire de pouvoir faire ces exercices que j'ai mis. Il faut pouvoir comprendre qui on est, quels sont nos facteurs déclenchants. Et si on a une prédisposition naturelle à se fâcher rapidement, il faut pouvoir donc tenir ça en compte et relativiser en fonction de ça. Soit utiliser les pensées contraires, soit utiliser des techniques de relaxation tout simplement. D'accord. Comment faire pour hacker le cerveau? Ok. Alors, pour ça, moi, ce que je fais toujours, c'est que, après, il faut comprendre que c'est un exercice. Avec l'expérience, ça marche, d'accord? Moi, au fil du temps, j'ai appris à faire en sorte que ça marche. Alors, comment on fait pour hacker le cerveau? Quand vous avez une pensée qui vous vient, j'ai expliqué le processus une fois lors d'une prestation. Je ne sais pas si je pourrais l'expliquer très rapidement ici. Comment ça se passe? Il y a ce qu'on appelle le monologue intérieur, d'accord? Le monologue intérieur, c'est quoi? Dialogue, donc dialogue, donc deux personnes qui parlent, monologue, donc une personne qui parle, donc vous-même qui vous parlez à vous-même, d'accord? Donc votre monologue intérieur est scindé en deux. Donc vous-même, à l'intérieur de vous-même, il y a deux personnes qui parlent. Il y a votre conscient et votre subconscient. On a tous, voilà, souvent quelqu'un dans notre tête qui parle, entre guillemets, d'accord? Donc il y a vous, votre conscience qui parle, et il y a souvent des pensées qui vous viennent à l'esprit comme ça. C'est ça qu'on appelle le subconscient. C'est une programmation qui est déjà faite, qui tient en compte de votre vécu, de votre passé, de votre centre d'intérêt, peu importe, d'accord? Reprogrammer son cerveau, c'est quoi? C'est pouvoir hacker son cerveau aussi. Donc c'est quoi? C'est pouvoir, une fois que votre subconscient vous parle et vous dicte un programme que vous faites souvent, pouvoir utiliser ce qu'on appelle la pensée contraire, douter de ce que votre propre monologue intérieur vous dit. Par exemple, vous n'avez jamais organisé une activité et quelqu'un vient vous dire, voilà, Dédi, il faut que tu puisses organiser, je ne sais pas, un dîner de gala, d'accord? Tout de suite, mon subconscient va me dire, et il aura raison de me dire, mais Dédi, tu es nul. Tu n'as jamais organisé tel événement, pourquoi tu vas l'organiser? La pensée contraire consiste à dire, oui, mais et si j'organisais que ça se passait bien? Et si je voyais quelqu'un qui est expert dans le domaine et qui me coachait pour que je puisse l'organiser? L'idée, c'est qu'on ne puisse pas accepter, il ne faut pas accepter tout ce que le subconscient vous dit sans filtre. L'idée, c'est de douter de ce que le subconscient vous dit. C'est comme ça qu'on arrive à hacker son cerveau. À force de douter et de faire des contre-propositions d'idées par rapport à ce que votre propre monologue intérieur vous dit, vous verrez que vous allez avoir une vue très stable par rapport à vos propres pensées et c'est comme ça que vous arrivez à hacker votre cerveau. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand vous êtes en plein dans une addiction, ça marche aussi, par exemple l'addiction à la musique. Moi, je m'en suis servi pour pouvoir en sortir. C'est que ce que je fais, quand je veux entendre une chanson, par exemple, que je ne veux pas entendre, je veux penser à une autre chanson et paf, je me connecte à l'autre chanson, pensée contraire, ça marche, j'ai hacké mon cerveau. D'accord? Donc, en grosso modo, voilà ce que je peux dire maintenant. Si ça passe pas, on pourra toujours écrire moi, je sais pas, ou appelez-moi, voilà, c'est mieux. Comme ça, on va mieux en discuter. Euh, Bonsoir, je viens d'arriver. Est-ce que vous pouvez afficher à nouveau les exercices à faire, techniques pour générer le stress? Alors, c'est ça qui est affiché à l'écran actuellement. Il y a trois diapos, donc je viens de mettre le troisième. Alors, une personne hypersensible doit donc avoir des techniques pour gérer, des techniques plus, plus, plus. Donc, beaucoup de techniques, c'est ça, pour gérer son stress. C'est quoi une personne hypersensible? Parce que c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. C'est quoi une personne hypersensible? Je tiens à préciser une chose. L'hypersensibilité, c'est pas une pathologie. Après, c'est subjectif. Mais pour moi, je ne le vois pas comme une pathologie. D'accord? L'hypersensibilité est un état. Et dans cet état, naturellement, la personne serait plus disposée à faire des épisodes de stress, c'est vrai, mais oui, il y a des techniques pour pouvoir en sortir. Et aussi, la personne peut apprendre à relativiser, à utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, des techniques pour hacker son cerveau, et faire en sorte qu'elle puisse être bien. D'accord? On peut en vivre bien si seulement on apprend à être discipliné avec ses pensées, discipliné avec sa vie, on gère bien son temps, et tout se passe bien. Une personne hypersensible peut tout à fait vivre sa vie convenablement et éviter les épisodes de stress, si jamais elle vit sa vie sainement avec toutes les techniques dont on a parlé. D'accord?
Est-ce qu'il y a d'autres questions, rebondissements? Parce que ça, c'était la dernière du coup que j'ai vue. Plus de questions? Micro, s'il vous plaît, on coupe les micros. Ok. Plus de questions? Bien. Je pense qu'on a une question. Dernièrement, j'ai eu des éruptions cutanées, pardon, et, et une perte de cheveux, mais les traitements prescrits n'ont pas marché. La question est, le stress peut-il avoir des conséquences sur la peau? Je l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit lors de. Je l'ai dit, oui, c'est vrai. Le stress peut avoir des conséquences sur la peau. Production de, je vous ai dit, stress chronique, production de cortisol chronique, éruption cutanée. Enfin, je ne sais pas si vous faites médecine, donc ceux qui font médecine comprennent très bien ce que je dis, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le cortisol, en tant que tel, d'accord, peut agir sur la peau. C'est possible. C'est possible. Donc, c'est possible que ce soit votre stress, effectivement, qui vous cause ces éruptions cutanées. C'est possible. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais c'est possible. Alors, si c'est la dernière question, mes amis, ou non, c'est pas la dernière question apparemment. Pour les diapos, j'en ai vu que celle affichée. Présentement, est-ce possible de voir les autres? Ok. Oui, donc il y a celle-là. Prenez une photo ou une capture d'écran. Ensuite, il y a celle-là. Est-ce que c'est bon? Le manque de confiance peut entraîner le stress. Oui. Souvent lié à un problème de gestion de temps. J'ai répondu à cette question tout à l'heure, un peu plus haut. Quelqu'un a posé cette question. Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc, mes amis, je peux pas prendre d'autres questions. Je suis désolé, écrivez-moi. Je suis désolé. Mais en tout cas, on va s'arrêter par là. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine masterclass sur les addictions. Et on se revoit certainement en bi-hebdomadaire ou voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci.